Mesdames et messieurs, bonjour. Si j'avais droit à une seule phrase pour vous décrire notre invité d'aujourd'hui, je vous dirais que c'est un homme qui sait rêver sa vie et vivre ses rêves. C'est à l'âge de 11 ans, en découvrant tout déçu son premier décor de théâtre, que le rêve de la mise en scène a pris forme, a pris naissance. Puis, c'est au collège qu'il a été forcé de défier sa nature de timide. En montant sur scène une première fois, il avait choisi de faire de la magie. Et la suite, on peut dire qu'elle est sinon magique, du moins exceptionnelle. Des études de théâtre à Londres, une brillante carrière de comédien qui dure depuis plus de 55 ans, la fondation de plusieurs théâtres à Montréal et à Québec, la direction de 2 conservatoires, des prix et des honneurs qui auraient fait enfler plus d'une tête, mais pas la sienne. C'est un homme simple qui est toujours resté fidèle à ses origines, fidèle aux êtres qui ont peuplé son enfance et son imaginaire à Thetford Mines. Mesdames et messieurs, un géant de notre théâtre, M. Paul Hébert, est avec nous pour cette demi-heure. Paul Hébert, bonjour. Bonjour. C'est un honneur, un bonheur de vous accueillir aujourd'hui. Merci d'avoir fait la route de l'île d'Orléans jusqu'à nous. Le bonheur est pour moi, vous savez. Paul Hébert, quand on parle de Thetford Mines, si je vous demande de vous reporter à cette période de votre enfance, qu'est-ce qui remonte? Si je vous demande un souvenir, une odeur de cette maison où vous avez grandi? La rue Notre-Dame. La rue Notre-Dame, c'est la rue principale à Thetford. Et ce que j'ai comme souvenir, c'est un souvenir plutôt gris, parce que à l'époque où j'étais là, la poussière couvrait la ville. Hein. Et un soir de février, par 15 ou 18 sous zéro, marcher sur Notre-Dame, c'est presque kafkaïen. J'ai des souvenirs comme ça. Et de petits garçons? De petits garçons, rien de très très précis. Vous étiez enfant unique, ce qui était assez oui, rare à oui, l'époque. oui. Vous avez perdu votre papa très jeune. Très jeune, j'avais 3 ans et demi. Est-ce qu'il vous reste un souvenir de la mort de cette époque, de ce que vous compreniez de la mort à ce moment-là? Non, pas du tout. J'ai 2 images de mon père. Une, il est en voiture, il avait une Ford, les Ford à pédales, comme on dit à l'époque, et on montait la côte qui était près de chez nous. Et la voiture s'est arrêtée, et j'étais sur les genoux de ma mère, où il y avait une autre femme à côté, ma tante. Alors elles se sont un peu énervées, et je vois dans ma mémoire une tête d'homme qui se tourne et qui dit « Non, non, soyez rassurés, on va repartir. » Et la voiture est repartie. Ça, c'est une image que j'ai de mon père. C'est la seule que j'ai de son vivant. Ensuite, c'est une image lorsqu'il était dans son cercueil. Par la suite, à l'adolescence, Paul Hébert, vous avez aussi perdu votre maman. Oui. Et je me demandais, qu'est-ce qui fait que vous êtes sorti rempli de rêves plutôt que d'amertume? Parce que, disons que c'était pas évident là, comme début de vie. Je pense qu'il faut rêver à ce moment-là. C'est le rêve qui sauve, et non pas le regret. J'avais des tantes qui étaient extraordinaires. C'est elles qui, avec ma mère, et après la mort de ma mère, ont pris soin de moi. Les tantes irlandaises. Mes tantes irlandaises. Le clan des Irlandaises. Et voilà, ça permet d'espérer, parce que les Irlandais, c'est des rêveurs. Hein. Vaut mieux rêver sa vie que la regretter. Absolument. Je me posais une question. Je ne sais pas si vous avez même déjà songé à ça. Quand on traverse une enfance et une adolescence comme ça, où on perd en fait ce qu'on a de plus précieux, ses parents, est-ce que ça peut aussi devenir un moteur de vie? C'est-à-dire, ayant vécu le pire, on peut oser n'importe quoi? Je ne peux pas dire que j'ai réfléchi de cette façon-là, mais je me suis attaché à ce qui m'était donné. J'ai étudié au Collège de Lévis. J'étais pensionnaire au Patro de Lévis. Le Patro, c'était, comme on disait, la maison de famille. C'était un centre de loisirs avant la lettre. On jouait avec des gars de la Davy Shipbuilding. Alors, c'était un milieu très populaire et naturel. J'ai eu des professeurs, j'ai eu des maîtres, le père Boutette, l'abbé Alzire Tardy au collège. J'allais parler de l'abbé Tardy, effectivement, qui a été marquant. Alors, on s'attache à ces gens-là, parce que je ne dis pas qu'ils remplacent les parents, seulement ils sont là comme guides, comme maîtres. Alors, je retiendrai toute ma vie et je remercie le père Boutette et l'abbé Tardy.
Dites-moi, je disais en vous présentant que ce rêve du metteur en scène, de la mise en scène, de la possibilité de la mise en scène est né de cette fois où justement au collège, vous entendez parler d'une pièce qui doit se jouer, où il est question d'un bateau. Vous allez voir le décor, vous découvrez ce bateau en carton, un petit bateau tiré par des ficelles. Vous êtes découragé parce que vous vouliez voir un vrai de vrai bateau. Ouais. Par la suite, cette fois où vous faites de la magie sur scène, bien malgré vous, parce qu'en fait, vous étiez timide, vous n'aviez pas du tout envie de monter sur scène, Non, je crois. non. Et vous choisissez de faire de la magie et ça fonctionne très bien. Est-ce que vous avez l'impression que c'est à ce moment-là, c'est à peu près à cette époque-là, vous commencez à penser que ça peut être une vie, le théâtre? Oui, oui, absolument. C'était une évasion salutaire. Je m'évadais du quotidien, je m'évadais, disons, du climat un peu triste dans lequel je me retrouvais, avec une famille qui était loin, à Thetford, et puis qui était lointaine aussi au plan des relations, forcément, même si mes tantes étaient presque des mamans pour moi, mais quand même, bon, les parents rapprochés n'étaient pas là. Alors ça a été comme une évasion pour moi salutaire, et une façon de me prouver à moi-même que je pouvais faire quelque chose. Euh, Quelque chose là où je ne réussissais pas. Parce que en mathématiques, en sciences, je n'étais pas fort. J'étais premier en littérature puis dernier en mathématiques. Alors, en littérature, donc, théâtre, c'était ma voix. Je trouvais ma voix. Ça s'était produit d'une façon assez bizarre. C'était au Patro de Lévis, ça. Il y avait des frères et des pères. Alors, c'est le frère qui s'occupait de nous, qui nous dit à un moment donné, écoute, Hébert, t'as rien fait jusqu'à maintenant. Là. Les autres récitent un poème, ceux qui font du piano, font de la musique, un autre joue du violon. Il faut que tu fasses quelque chose. Il dit, récite une fable de La Fontaine ou lis-la. Alors, c'est là que j'ai pensé me marquer, me démarquer, si vous voulez, face à mon incertitude et ma crainte. Je lisais des livres sur la magie. Pas des livres de magie, mais sur la magie. Et ça me fascinait. Alors j'ai décidé de préparer des tours de magie. Je faisais disparaître des balles de ping-pong dans des boîtes de chaussures, vides, là, évidemment. Bon, alors je pensais recevoir des tomates et... après ma prestation, les gars sont venus, on me dit, comment t'as fait ça, Hébert? Où est-ce qu'elle a posé la balle? Hein? Où est-ce qu'elle est là? Bon. Alors, j'ai eu comme un statut De magicien. de magicien. Donc, pas loin de l'acteur, du transposant, de celui qui transpose les choses de la réalité à l'imaginaire. La magie commence à opérer. On s'arrête le temps d'une pause, M. Hébert. Mesdames et messieurs, restez avec nous. De retour avec M. Paul Hébert. Paul Hébert, vous êtes parti très jeune pour Londres, étudier le théâtre au Old Vic Theatre. Vous parliez à peine anglais. C'était déjà rare les gens qui osaient aller étudier à Paris, traverser l'Atlantique pour aller étudier. Vous allez à Londres. En quoi ça a fait de vous un comédien différent? Oh, je ne sais pas si je suis différent, là. Je ne suis qu'un comédien, mais disons que le tout vient de Pierre Boucher. Vous avez peut-être connu Pierre, hein? Vous êtes de Québec. Oui. Bon, Pierre Boucher, c'est le frère que j'ai pas eu. Un autre frère, c'est Laurent Lapierre, que j'ai pas eu aussi. C'est mes deux frères, ça. Alors, Pierre était allé en Europe en 47. C'est ça, il revient en 47, début 48. Et alors, on correspondait. Et alors, je lui dis, ah, j'aimerais ça y aller moi aussi. Alors, il me dit, c'est pas à Paris que tu devrais aller, c'est à Londres. Alors là, j'ai eu un choc. Parce que pour moi, c'était Paris, hein? Alors il dit, à Paris, on enseigne le théâtre. À Londres, on s'entraîne. Et le théâtre, ça s'enseigne pas. Et qu'est-ce qui vous reste encore aujourd'hui, comme comédien, de cet enseignement, ou en fait de cet entraînement, je devrais dire, à Londres? Je peux pas le déterminer moi-même, je suis ce que je suis. Mais il y a peut-être une forme d'exigence quelque part en moi qui me vient de là. Ce que les professeurs répétaient les uns après les autres, le mot d'ordre, on pourrait dire, la devise, c'était « Always relax, never pretend, don't overdo it ». Oui. Alors, quand tu te prépares à être un comédien, puis que tu te fais dire que tu ne dois pas Trop jouer. trop jouer, Oui. Pas s'énerver. être vrai,
Moi, ne pas prétendre. Moi, c'est le always relax. Always relax. Je me demande comment on fait pour le combiner au track. Ouais. Ben voilà, c'était ça et ça se pratique. Je ne dis pas que j'ai réussi, mais ça a été pour moi comme une devise. Ouais. Et le contact avec des maîtres, des professeurs extraordinaires, des gens d'une grande qualité. Paul Hébert, vous auriez pu rester à Londres, vous auriez pu rester en France aussi. On vous a fait des offres très intéressantes à cette époque-là. Vous avez choisi de revenir au Québec, à Québec même. Et là, c'est l'ébullition avec la naissance de la télévision. Vous avez participé à toutes sortes de téléromans, des émissions, la boîte à surprise même. Et à travers ça, vous commencez à fonder votre famille. Un de vos fils est né à Londres, d'ailleurs. Vous vous retrouvez avec 4 fils, 4 garçons. Est-ce que vous avez eu le temps d'être un bon papa? Oh mon Dieu! Non, je n'ai pas eu le temps. Je n'ai pas respecté le temps d'être un bon papa. J'aurais dû le faire. Est-ce que c'est inhérent au fait d'être un comédien, d'être quelqu'un qui est toujours à l'affût d'un travail nouveau, qui espère en avoir pour élever sa famille, forcément? Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Je ne peux pas... Ma présence a été ce que je pouvais donner. En étant honnête. Est-ce que ça suffisait? Je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à ça. Parce que je ne sais pas. La réussite de vos fils, quand même, peut en être une sorte de témoignage aussi. Oui. Personne n'a fait de théâtre. Ils sont dans des avenues différentes. Maintenant, ce sont de bons garçons dont je suis fier. Ce sont des gens qui ont une voie droite devant eux. Et qui sont honnêtes. On suis fier. Paul Hébert, 30 ans avec la même personne, vous partagez votre vie avec la même femme depuis une trentaine d'années. C'est quoi, selon vous, dans votre livre à vous, le secret d'une belle vie à deux? Respecter l'autre. Je crois que ça, c'est capital. Ne jamais oublier que l'autre aussi est important dans le cheminement de la vie. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de... C'est cette présence dans l'esprit que l'autre doit être respecté. Respecté dans sa nature, dans son temps, dans la place qu'elle doit occuper. Ce qui ne veut pas dire ne jamais discuter, parce que soi-même, on a aussi son avis à donner, sa perception des choses, mais respecter la perception de l'autre. À 82 ans, c'est quoi aimer pour vous? C'est aimer la vie, c'est avoir le goût de vivre. Et le goût de vivre, c'est le goût de vivre avec sa compagne, le goût de rencontrer ses enfants, comme hier. C'était l'anniversaire, c'est l'anniversaire de Michel aujourd'hui, alors on est allés souper ensemble. C'est un grand bonheur. Tout à l'heure, en sortant d'ici, j'irai dîner avec un autre de mes frères. De vos fils? De mes fils. Beau lapsus! Qui sont presque mes frères, voilà. Parce qu'à l'âge que j'ai maintenant, c'est des hommes, donc voilà, on ne partage plus comme des pères et fils, c'est comme presque frères. Et ben voilà, c'est ça. C'est croire en la vie. Je crois encore en la vie. Je crois que la vie, j'oserais dire que je peux apporter quelque chose à la vie, mais je suis convaincu qu'elle peut m'apporter encore quelque chose. On s'arrête le temps d'une autre pause sur ces belles paroles. Mesdames et messieurs, restez des nôtres. De retour avec Paul Hébert. Paul Hébert, vous avez souvent répété « on fait de l'art avec ses défauts ». C'est important d'assumer ses défauts. J'ai beau fouiller, j'ai beau chercher, je ne vous en trouve pas. Je les cache. Vous les cachez bien. Si je vous demandais de nous parler d'un de vos défauts, qu'est-ce que vous considérez comme un de vos défauts? Je suis naïf. Ah oui? Ouais. Je suis naïf au point que ça devient un défaut pour moi. Je crois à l'impossible. Je rêve peut-être d'impossible. Je ne suis pas pratique. Je ne suis pas réaliste dans ce sens-là. Je me laisse emporter par mes rêves. Mais ça, c'est bien.
C'est bien. Peut-être. Vous en avez plein de rêves, d'ailleurs. Oui. Mais de toute façon, c'est le leitmotiv de votre vie, le Oui. rêve, depuis toujours. Oui. C'est pour ça que j'ai tenu à vous présenter Oui. en parlant d'un homme qui sait rêver sa vie Oui. et vivre ses rêves. Parce que, ne serait-ce que ce rêve qui vous tient à cœur depuis tant d'années sur un festival Molière qui pourrait bien voir le jour éventuellement. Oh, mon Mais Dieu. ce genre de passion, en général, c'est associé à la jeunesse. Qu'est-ce qui garde cette passion en vous? Bon, on parlait de l'amour de la vie, mais il y a des gens qui aiment la vie, mais qui n'ont pas cette passion. La passion, c'est la jeunesse. C'est curieux que vous me disiez ça, parce que le but de cet événement-là, c'est de faire en sorte que l'été, il y ait un pendant de Stratford, un certain pendant de Stratford. Bon, consacré à Molière, mais un événement qu'on prépare durant toute l'année, ce qui fait que ça n'empêcherait pas les comédiens de Québec de venir travailler à Montréal si on leur offre un travail, Ouais. mais sans être obligés de s'expatrier, de quitter Québec. Bon. Alors, Oui. je me disais hier, donc, j'explique mon projet, je me disais, écoute Hébert, tu as 82 ans, ça ne te regarde peut-être plus maintenant, c'est du rêve, tu t'illusionnes, peut-être que les jeunes n'en veulent pas de ton idée. Et toi, à 82 ans, tu continues. J'ai rencontré Alain Juppé avant qu'il quitte Montréal pour lui en parler. Il m'a dit « Ah, c'est un projet séduisant. » Bon, il y a encore des contacts entre nous, mais Québec ne semble pas tellement réagir. Mais je me dis « Mais tu as 82 ans pour répondre à votre question. Arrête, calme-toi. » Mais ça ne veut pas se calmer. La passion est toujours C'est difficile. là. Il y a tellement de gros égos dans votre milieu, dans le milieu des comédiens, dans le milieu des artistes, souvent. Qu'est-ce qui fait que vous avez su demeurer simple, accessible? Peut-être que mon ego est plus faible que ceux des autres, et je me protège. Vous vous protégez de quoi? De ce que je ne suis pas. De ce qu'on me demande d'être que je ne suis pas. Alors j'évite. C'est comme en escrime, hein, on appelle ça l'esquive. Ça, je pense que je sais. J'ai développé cet art de l'esquive, je crois. Quand vous êtes dans des périodes difficiles, des périodes de doute, des périodes de malaise, qu'est-ce qui vous aide à vous en sortir? La vie. Les moments difficiles que j'ai connus étaient toujours contrebalancés par un goût, malgré tout, de vivre. Comme quand je pense à mon âge d'aujourd'hui. Tout à l'heure, je vais retourner à Québec et je vais rêver que j'ai des choses à faire en arrivant. Donc, c'est le goût de la vie. Est-ce que c'est vrai que vous ne vous endormez jamais le soir avant d'avoir fait des projets encore pour le lendemain? Toujours des projets? Ça toujours... m'empêche de dormir. Ça... Il vous faut faire des projets. Ça vient tout seul. Et vous travaillez beaucoup de vos mains encore. Oui. Quand je dis travailler de vos mains, vous bâtissez, vous travaillez votre main, vous rénovez. Ça vous ramène toujours à des choses forcément essentielles. Monsieur Hébert, vous êtes comédien. Je vais vous demander un effort d'imagination. Si vous aviez aujourd'hui la capacité de vous retrouver face à face avec le jeune de 14-15 ans qui était à Thetford Mines, qui venait de perdre sa mère, qui songeait peut-être aller dans les mines, qu'est-ce que vous lui diriez? À quoi tu rêves? Crois à ton rêve. J'avais, je pense que c'est 15 ans. J'ai écrit un conte de Noël. Je l'ai envoyé au Mégantic, le journal de Thetford, le comté de Mégantic. Okay, ça s'appelait comme ça. Et un 23 décembre au soir, j'ai acheté le journal et je suis allé en face de chez Demers, la quincaillerie, parce qu'il y avait beaucoup de lumière qui venait des vitrines. Et j'ai ouvert le journal et mon compte était là. Et je pense que ça a été une sorte de ressort qui s'est déclenché, le ressort du rêve. Possible. On avait publié mon conte de Noël. Et une dernière question, c'est déjà le moment de se quitter. On dit qu'avec l'âge vient la sagesse. Est-ce qu'il y a des choses que vous comprenez de la vie aujourd'hui que vous auriez aimé comprendre avant? Oui. Oui. Oh mon Dieu, oui. On comprend toujours après, malheureusement. Comprendre que
Ça m'amène au fait d'être québécois. Moi, je ne suis pas un partisan des envolées, non, non. Mais je me pose encore la question aujourd'hui, c'est quoi être un Québécois? Le Canada est tellement vaste que j'ai de la misère à m'identifier. Mais il y a une chose que je sais, je suis québécois, profondément québécois. Et être québécois, ça a des exigences dans la vie de tous les jours, dans les petits gestes intimes. Être québécois, c'est accepter, pas aveuglément, mais en partageant le point de vue de l'autre. Qu'est-ce que je vous souhaite avant de vous quitter? Continuer à vivre et peut-être vous revoir un jour. Je me le souhaite très fort. Et je nous souhaite que vous viviez encore très longtemps. Paul Hébert, un énorme merci. Ça a été une magnifique demi-heure. Merci. Merci à vous. Merci. Et voilà, mesdames et messieurs, c'était Rendez-vous avec Paul Hébert. À très très bientôt et merci d'avoir été là. Monsieur Hébert, un film qui vous a marqué? J'en vois deux. Fanny et Alexandre et Adieu ma concubine. Ce sont des deux films qui, dans ma mémoire, ont une place indestructible. Un livre que tout le monde devrait lire. C'est Le Quatuor d'Alexandrie, de Durel. Je l'ai relu, je le relis encore. Laurence Durel. C'est très riche. C'est aussi un roman à clé. Vous savez que Nessim, là-dedans, c'était sans doute Moïse Dayan. Ouais. Et alors, il faut découvrir sous les mots un peu le sens de tout ça. Et une musique qui vous touche à chaque fois. C'est Schubert. Pour moi, Schubert, c'est parmi les auteurs, les compositeurs que je connais, celui qui sait transmettre le climat de son âme par sa musique. Et Schubert transmettait un message de vie, malgré ses difficultés, de vie, d'espérance.